Alors officiellement, bienvenue. Hein. On est très très heureux de voir avec vos 25 inscriptions que ce sujet vous a rendu curieux. Et c'est un plaisir pour nous de partager ce chemin de Me2We. Alors Me2We, c'est un chemin du jeu au nous. Et ça nous a semblé, Elisabeth et moi, super important de proposer un chemin du jeu au nous aujourd'hui parce que on voit beaucoup de choses autour du jeu, on voit beaucoup de choses autour du nous, et le chemin du jeu au nous, il n'est pas forcément balisé. Et ce que Elisabeth et moi on a envie de vous partager ce soir, c'est comment faire ce chemin, baliser ce chemin du jeu vers le nous pour que pour vous ça fasse sens et puis pour que vos clients aussi puissent faire ce chemin et se sentir accompagnés, se sentir soutenus et que l'intelligence collective ne soit pas l'exclusion du jeu, mais bien l'intégration du jeu dans le nous. Et si on a fait ça d'ici 19h30, et ben on aura bien travaillé. Et c'est vraiment issu de nos années d'expérience avec Jean-François, là où nous nous sommes rendus compte, en intervenant auprès des équipes, dans les organisations, qu'au-delà d'une vision idéale, au-delà de vœux, au-delà de même avec un engagement, là où ça pêchait au niveau des équipes, c'était essentiellement au niveau des capacités individuelles à fonctionner en intelligence collective. Donc, il y avait comme un maillon, un chaînon manquant, et c'est ça qui nous a permis de modéliser l'index et de le proposer pour avoir des prises de conscience aux équipes concernées. C'est ce que nous appelons, vas-y, Elisabeth. C'est vraiment ce que nous appelons la maturité en intelligence collective. Oui, l'intelligence, ça peut être fun, il y a de l'énergie, ça peut être très porteur, mais il serait totalement utopique et faux de croire en amont que c'est facile et que ça va tout seul. Voilà. Je vous donne un exemple. J'animais une formation sur la gestion des conflits aujourd'hui et aujourd'hui, il y a un discours managérial qui est construit autour de il faut qu'on réussisse tous ensemble au service du collectif. C'est-à-dire qu'il y a une conscience du nous, mais qui est de l'extérieur semble un peu mécanique. C'est un peu un discours que les managers se sont appropriés, mais souvent cette vision du nous exclut le jeu. Et Elisabeth et moi, on s'est rendu compte qu'en fait, la limite d'un collectif, c'est en fait la limite que les jeux en présence ont. Et plutôt que l'intégration du jeu dans le nous, on va voir des jeux qui sont limités en termes de capacités, et notamment les 4 capacités que nous avons identifiées, qui nous semblent vraiment être des capacités essentielles, font que ces collectifs ne vont pas pouvoir fleurir autant qu'ils pourraient parce qu'ils sont en déficit de ces compétences et que ça impacte le collectif. Souvent, on entend le 1 plus 1 égale 3. Mais pour que 1 plus 1 égale 3, il faut que le 1 soit complet. Si je suis un 0,5, je ne suis pas pleinement moi-même et que je n'ai pas ces 4 compétences, eh bien, je vais impacter la capacité du collectif à produire, à faire émerger des idées, à produire du contenu, de la matière. Et on voudrait vous présenter ces 4 compétences parce qu'elles nous semblent essentielles et aussi elles doivent aussi nous interroger les uns les autres sur où est-ce qu'on en est de chacune de ces compétences. C'est très important ce que dit là Jean-François et au niveau de ces 4 compétences, certaines de ces compétences pourraient être jugées comme politiquement incorrectes. Quand on va parler contre-dépendance, ça pourrait paraître incorrect. Pour autant, dans certaines équipes, à certains moments, il est vital de dire non, stop, par exemple.
Donc, aucune de ces compétences n'est idéale et chacune de ces compétences va présenter une part porteuse et une part d'ombre, une part plus à contre-courant, dirons-nous, en fonction du contexte dans lequel ça se passe. Donc, si vous avez déjà passé cet index, nous vous avons invité à le faire en pensant à une équipe très précise, soit dans laquelle vous intervenez, à laquelle vous appartenez, soit une équipe que vous accompagnez. Si vous ne l'avez pas encore passé, ce n'est pas grave. Dans ce que nous allons là vous présenter, pensez à une équipe, soit à laquelle vous appartenez, soit que vous accompagnez. Parce que les réponses que vous allez apporter dans un contexte précis, un contexte d'équipe précis, ne seront pas nécessairement les mêmes dans un autre contexte. Donc, il s'agit vraiment d'être fluide, agile avec ces 4 compétences et en fonction des contextes dans lesquels vous vous situez. Alors, avant de commencer, on aimerait savoir qui est là et certains d'entre vous, on a le plaisir de vous connaître déjà. Est-ce que vous pourriez juste dans le chat nous dire ce que vous faites et puis peut-être pour certains, ce que vous attendez en venant ici dans ce webinaire, qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? Donc, par exemple, moi, je suis coach, facilitateur et superviseur de coach. Vous, simplement, mettez votre profession et puis peut-être ce qui vous a amené ici pendant quelques instants. On sait maintenant d'où vous venez, mais maintenant, qu'est-ce qui vous amène ici dans ce webinaire? Qui est là ce soir? Oups, voilà. Merci Annick. Dans le chat. Merci Laurie. Facilitatrice, Laurie, très bien. Annick, travailleur social, très bien. Sylvie, coach agile et facilitatrice. Christina, je suis coach et formateur, experte en hypnose et PNL, curieuse par rapport au MeTooWee. Mathias, je suis commissaire de police et formateur et investigateur en police criminelle. Waouh! Ça, c'est du jamais vu. Voilà, pour moi non plus. Non seulement, Mathias, c'est vous qui rendez ces webinaires assez internationaux, mais là, carrément, en termes de métier, ça ouvre les possibles. Je viens de découvrir pour Sylvie. OK. Ensuite, Catherine, on te connaît bien. Super. Coach, facilitatrice, formatrice et conseil générative. Annick, j'ai expérimenté des situations d'intelligence collective dans le cadre associatif avec plus ou moins de bonheur. Facilitatrice pour développer le dialogue territorial et la participation citoyenne. Emma, super. Super. Merci beaucoup. Donc, évidemment, ça oriente pour Elisabeth et moi les réponses qu'on va vous donner. Vous êtes plutôt, hormis Mathias, vous êtes plutôt dans le domaine de la facilitation ou en tout cas dans le domaine de l'accompagnement visiblement individuel et collectif. Donc, on va cibler nos exemples et s'adresser à vous à ce titre-là et on va orienter ce webinaire en fonction de cet angle de vue-là. Hop, je reviens, j'avance. Hop. Oups. Voilà. Donc, il y a toujours un cadre quand on intervient. Je pense que vous êtes habitués. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment que vous participiez à hauteur de ce que vous souhaitez, qu'il y ait de la bienveillance, de la co-responsabilité dans ce que nous vivons ensemble et de la confidentialité, bien sûr. Si vous ne souhaitez pas apparaître, donc éteignez vos caméras, c'est juste, et puis on coupera la caméra au moment de questions ou d'échanges. Est-ce qu'il vous faudrait autre chose là pour être bien ici et maintenant, pour participer de façon totalement libre? Voilà. Voilà, s'il vous faut quelque chose, vous levez la main, enfin il y a le petit signal en bas, et puis sinon nous allons continuer. Ok, merci beaucoup. Bon. Alors, nous allons commencer par vous parler de ces 4 compétences, sachant qu'ensuite, l'index MeTooWee est un index en ligne en open source et qu'il a une dimension somatique. Dans notre approche avec Jean-François, nous avons constaté à quel point le corps, en court-circuitant quelque part, le niveau cognitif, c'est avant
ce qui est perçu, ressenti, ce qu'il faudrait faire au niveau des équipes et nous sommes passionnés par ça. Donc, c'était aussi un moyen pour nous de rassembler la dimension cognitive et la dimension somatique. Bon, bien sûr, vous ne pourrez pas expérimenter le somatique ce soir, mais on en parlera plus tard. Alors, par où on commence? L'idée, c'est pour que le 1 plus 1 égale 3, il faut que le 1 soit entier. Et que ce 1 puisse non seulement contribuer au 3, c'est-à-dire au collectif, mais que le collectif ait du sens pour le 1. C'est-à-dire qu'en retour, le 1 bénéficie du 3. Mais pour que cette alchimie puisse s'opérer, 4 compétences sont nécessaires. Et ce sont des compétences qui sont individuelles. On parle souvent, et vous en avez sûrement entendu parler, des conditions pour que l'intelligence collective arrive. Ce sont des conditions collectives. La sécurité psychologique, la capacité à faire circuler la parole, tout ça, ce sont des conditions collectives pour qu'elles arrivent. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les conditions individuelles pour que le collectif puisse réellement être émergent. Et la première compétence qu'on a identifiée, Elisabeth et moi, c'est déjà la compétence de la dépendance. Alors, dans chacune des compétences qu'on va vous présenter, il y a à la fois sa description, il y a son côté positif et il y a son côté ombre. Chaque compétence a ce côté lumière et ombre. Et quand il est trop développé, il peut devenir sa propre ombre. Alors, très concrètement, la dépendance, qu'est-ce que ça veut dire? La dépendance reflète la capacité d'un individu à s'appuyer sur les autres en confiance. Que vous connaissiez par exemple le livre de Patrick Lencioni, les 4 erreurs, je crois que ça s'appelle comme ça, The 5 Mistakes of a Team ou quelque chose comme ça. La confiance, on la retrouve partout. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la confiance, c'est une capacité à faire confiance. C'est-à-dire une capacité à s'appuyer sur les autres. Et dans la création d'un collectif, la confiance est essentielle, la capacité à s'appuyer sur le collectif est essentielle en tant qu'étape. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est que la confiance peut être tellement grande qu'elle s'appelle une confiance aveugle. Et là, elle impacte le collectif négativement. Quand vous arrivez dans une entreprise, quand vous arrivez dans un collectif, c'est normal que vous ayez besoin de vous appuyer sur les autres. Mais que vous vous appuyiez sur les autres de façon aveugle, c'est-à-dire sans vous assurer que vous pouvez vous appuyer sur eux, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne dans les collectifs beaucoup de déceptions. Je m'attendais à ce que lui, il fasse ça. Je m'attendais à ce qu'elle, elle ose dire ça. On va créer beaucoup d'attentes vis-à-vis d'un collectif, mais basées sur une confiance aveugle. C'est-à-dire que ces attentes ne sont pas partagées et elles ne sont pas clarifiées par un cadre, elles ne sont pas clarifiées par un contrat qui va donner de la substance à la confiance, de la matière, pour savoir dans quel endroit je peux m'appuyer sur le collectif et à quel endroit je ne peux pas m'y attendre. C'est un peu, cette phase de dépendance, c'est l'étape du bébé qui doit nécessairement s'appuyer sur ses parents pour subsister et pour subvenir à ses propres besoins de base. Il n'y arrive pas tout seul. Eh bien, quand j'arrive dans un collectif, j'ai besoin aussi que le collectif m'aide. Mais encore une fois, si je m'appuie sur le collectif de façon aveugle, trop longtemps, eh bien, à ce moment-là, j'impacte la dynamique du collectif parce que ça crée des attentes irréalistes, en tout cas non partagées, et que je ne suis pas capable à ce stade de tenir debout tout seul trop longtemps. Ce qui fait que l'énergie que le groupe va investir en moi va impacter la dynamique du groupe parce que cette énergie, ne la met pas ailleurs. Et si ça dure trop longtemps, ça peut devenir problématique. Donc ici, dans cette phase de dépendance, l'enjeu, c'est comment créer une confiance consciente. L'image, c'est
passer du bébé qui a besoin d'être soutenu, d'être accompagné, au bébé qui commence à gambader à quatre pattes, qui commence à marcher et qui commence à devenir de plus en plus autonome, en sachant qu'il peut commencer à s'appuyer sur ses pieds. Et ce que je voudrais vous proposer, si vous êtes d'accord, pour vous aider à comprendre somatiquement, Elisabeth parlait somatiquement de ce que c'est, si je devais vous demander de laisser venir un geste qui exprime la confiance, quel geste vient pour vous dans la confiance? Quel est le geste qui vous vient? Si vous avez envie, vous pouvez vous lever et laissez venir le geste qui vous vient quand... Voilà. Et observez ce geste associé à la confiance. Et sentez si dans ce geste, c'est une confiance aveugle ou si vous pouvez encore vous appuyer sur vous. Est-ce que c'est une confiance qui vous déséquilibre ou est-ce que c'est une confiance qui vous soutient? Alors imaginez, vous arrivez dans une équipe ou bien vous accompagnez une équipe et consciemment, vous vous mettez en situation de dépendance parce que vous ne connaissez pas le contexte, vous ne connaissez pas encore les personnes, le client, les partenaires, etc. C'est juste, c'est écologique pour tout le monde. Si au bout de X mois ou années, vous êtes dans cette équipe, vous accompagnez une équipe, où vous voyez des personnes qui restent dans cette position de dépendance, là, ça doit commencer à vous interroger. Parce qu'il y a potentiellement quelque chose qui n'est ou pas conscient, ou lié à des questions de capacité. En tout cas, il y a quelque chose qui vrille le système. Le moment dans l'équipe, le type de profil de personne qui va se mettre en situation de dépendance peut être juste ou pas, ou mettre l'équipe en déséquilibre. Donc, empêcher l'émergence de cette intelligence collective. Donc, c'est là où on trouve la dimension plus limitante, oppresseur, oppressé, paillasson, béni oui, timidité extrême, enfin, incompétence peut-être par rapport au poste, hein, ça se trouve aussi. Il peut y avoir X raisons à cela. Donc ça, la confiance, elle se construit, mais il y a aussi une dimension très importante dans un collectif qui est la capacité des membres de cette équipe à mettre des limites. C'est Et on s'est rendu compte, pardon Elisabeth, vas-y. Oui, vas-y. On s'est rendu compte. C'est ce que l'on appelle... Vas-y. Non, je t'en prie. C'est ce que l'on appelle donc la contre-dépendance, c'est-à-dire la capacité à un moment donné à dire non, à dire stop. Potentiellement, je ne suis pas d'accord ou potentiellement, il y a un danger. Il y a quelque chose là, en tout cas, qui n'est pas aligné avec moi. Donc, cela peut être aussi de façon totalement neutre. Il y a juste quelque chose qui ne me va pas ou que je perçois bizarrement et sur lequel nous devons travailler. Il y a une prise de conscience à avoir. Ou bien alors, cas extrême, il peut y avoir vraiment un expert qui peut déceler un danger ou quelque chose qui émerge dans le champ qui nécessite qu'à un moment donné, quelqu'un prenne ce rôle-là, voire plusieurs personnes prennent cette posture d'opposition quelque part. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction du moment dans l'équipe et du niveau de maturité de la personne qui prend cette posture de contre-dépendance ou pas, ça peut être porteur ou ça peut poser une difficulté. Imaginez un jeune étudiant qui sort de l'école, qui arrive dans un poste d'expertise au cœur d'une équipe où il va se mettre en posture de contre-dépendance systématique parce qu'il n'est pas d'accord, pour s'affirmer, parce que son ego est là. Ça, c'est immature.
ça risque de porter préjudice à l'équipe. Il va falloir accompagner ça. Imaginez à l'opposé une personne qui a de l'expertise, qui est dans une équipe depuis un certain temps, qui connaît le contexte, qui connaît le marché, qui connaît l'environnement et qui, à un moment donné, décèle un signal faible. Là, il est de sa responsabilité de prendre cette posture de contre-dépendance. Et il serait inconscient, quelque part, de ne pas le faire. Et là, à cet endroit-là, on fait bien la différence entre l'opposition et l'affirmation de ses limites. L'opposition qui est en réaction, l'affirmation de ses limites qui est beaucoup plus proactive. Mais c'est aussi la possibilité de poser des frontières, comme le disait Elisabeth. Les limites, c'est plus par rapport à moi. J'ai une limite de compétence, je suis capable de la dire. J'ai aussi des frontières, c'est-à-dire il y a des zones dans lesquelles je ne vais pas aller. Et on voit trop des collectifs, notamment, on doit quand même le dire en matière d'intelligence collective, des collectifs où on va être dans un stade de confiance aveugle, où on est dans la fusion, où il n'y a pas de place pour la contradiction, il n'y a pas de place pour dire non, stop, attends. Et les personnes qui vont oser exprimer de façon assertive ces non, stop, attendez vont être perçus comme des troubles faits. Malheureusement ou heureusement, ces personnes sont là pour créer de la friction dans les idées, sont là aussi pour aider le groupe à sortir d'une fusion qui pourrait être encore une fois une confiance aveugle dans le système et qui vont créer de la granularité. Et la capacité à exprimer ses limites, à exprimer ses frontières, de la même manière que la capacité à accueillir les limites de l'autre, la capacité à accueillir les frontières de quelqu'un d'autre, autant que les siennes, sont vraiment une compétence essentielle dans la phase de contre-dépendance. C'est trop facile de juger les personnes qui sont dans cette posture parce que souvent, eh bien, elles vont être un peu les symptômes du collectif en disant « Ouais, mais elle dit toujours que ça ne va pas, elle dit toujours que… » Et malheureusement, c'est qu'on ne sait pas donner de la place à ces personnes et moins on leur donne de la place, plus elles en prennent, évidemment. Et c'est vraiment aussi une compétence essentielle. Savoir poser ses limites, ses frontières, savoir accueillir les limites et les frontières de l'autre. Il y a aussi le cas, vous l'avez certainement rencontré, où de ces personnes au sein d'un collectif qui sont soit dans la générosité extrême, toujours pour les autres, toujours vers les autres, etc., soit qui sont, ça revient au même, dans l'amour, dans le don et qui ont aussi besoin d'être aimés. Nous avons vécu une expérience comme ça avec Jean-François il y a 2 ou 3 semaines. C'est ce que nous avons appelé la dark side comment dire, l'ombre de ce don, de l'âme, de tout ce qu'on peut apporter aux autres. Quand c'est à l'extrême, on est en déséquilibre et ça n'a plus d'effet constructif, ça n'a plus d'effet porteur. Donc là, il a fallu raccompagner l'équipe pour qu'elle ose, et on a osé au sein de l'équipe, poser ce qui n'allait pas. Mais ça peut être difficile dans certains contextes d'oser faire ça. Et c'est fondamental. Donc, on a vu le côté bébé dépendant qui a besoin d'être soutenu, mais qui ne peut pas non plus rester dépendant à long terme. On a vu le côté adolescent qui pose ses limites de façon constructive plutôt que réactive. Maintenant, on va passer à l'adulte, entre guillemets, qui est plutôt dans son indépendance, la capacité à tenir debout tout seul. Et ça, c'est très important en intelligence collective, c'est avons-nous des individus qui savent tenir debout tout seuls? Je voudrais juste revenir à l'indépendance, s'il te plaît. Ah, pardon, j'ai loupé la… Voilà. Donc, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi dans le milieu de l'intelligence collective des gens qui vont dans le collectif pour le collectif. Et qui vont en fait nourrir leurs besoins d'appartenance, mais qui, quand il s'agit de prendre leurs responsabilités et d'assumer leur rôle au sein du collectif, n'ont pas l'enracinement suffisant pour tenir debout tout seul au service du collectif. N'ont pas cette capacité à avoir leur propre projet. N'ont pas la capacité à être à l'écoute d'eux-mêmes, de leurs besoins, et vont se fondre et se confondre
avec le collectif. Et on le voit très vite, hein, quand on est dans un collectif qui a un projet, eh bien, il y a des personnes qui viennent là et on les attend. Elles s'engagent, mais elles ne tiennent pas leurs engagements. Et la raison pour laquelle elles sont dans le collectif est plus liée au besoin de relation qu'à la vision et à la mission que s'est donné le collectif. Et ça, c'est extrêmement frustrant pour le collectif en lui-même, parce que ça crée, encore une fois, des frustrations. On prend parfois l'image avec Jean-François dans un couple, hein, si vous projetez sur l'autre toutes vos attentes sans essayer de vous réaliser vous-même, ça risque de mettre le couple en déséquilibre tôt ou tard. C'est exactement la même chose. Pour que 1 + 1 = 3, il faut que le 1 existe. Et pour que le 1 existe, le 1 doit être en capacité de tout vivre quelque part par lui-même. Et tout vivre quelque part par lui-même, en responsabilité, ça lui donne aussi la possibilité de se mettre en dépendance, de se mettre en contre-dépendance, en interdépendance, etc. Donc, c'est vraiment un travail sur soi en conscience. Parce que bien souvent, avec ces travaux d'accompagnement, les personnes n'étaient pas conscientes juste avant de leur façon de se comporter. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas encore posée, j'ai envie de le poser parce que j'ai toujours peur qu'on oublie. Pourquoi la petite graine qui germe, etc., etc. Pousser à l'extrême, MeTooWe, bien sûr, met en lien tous les systèmes. Ça ne s'arrête pas aux équipes, hein. Ça, en matière de RSE, d'environnement, etc., on peut inclure tous. Voilà. Donc, là, évidemment, à l'opposé de ce qu'on est en train de dire, il y a évidemment l'égocentrisme et une rigidité du moi. C'est je m'assume, mais je m'assume tellement qu'il n'y a que moi qui compte. Et là, on va avoir des égos, des comportements qui vont être plus rigides et égocentrés, qui vont à l'inverse aussi poser des problèmes. C'est-à-dire que la personne indépendante qui a cette capacité à s'assumer, à être responsable d'elle-même, est tellement responsable d'elle-même qu'elle se coupe des collectifs. Elle fonctionne en cavalier seul. Et je dois reconnaître, par exemple, que moi, quand je suis dans un projet, c'est mon point de vigilance. Quand je suis dans un projet, j'avance tout seul. C'est-à-dire que je suis capable de faire le projet tout seul et je rejoins un collectif pour qu'on y aille plus vite et mieux et plus loin. Mais parfois, je dois être vigilant parce que j'ai tendance à être tellement indépendant que je fais les choses même si les gens ne le font pas. Et ça devient aussi problématique. C'est-à-dire que je suis tellement en indépendance que parfois je peux prendre trop de responsabilités par rapport à la dynamique du collectif. Et évidemment, ça génère quoi? De la frustration parce que les autres ne vont pas assez vite. Donc ça, c'est vraiment mon point de vigilance. Et en même temps, c'est nécessaire à certains moments. Imaginez comme tout à l'heure, pensez à une équipe que vous accompagnez ou à laquelle vous appartenez. Si dans cette équipe arrive encore, alors soit un jeune étudiant, soit quelqu'un qui arrive dans l'équipe, hein, qui est tout frais dans l'équipe, et pour laquelle l'ego va le ou la pousser à prendre cette posture d'indépendance, à tracer parce qu'il ou elle a quelque chose à prouver, ça risque de poser des problèmes à l'équipe. Le contexte n'est pas connu, les clients ne sont pas connus, les partenaires ne sont pas connus, les compétences des autres non plus, les sensibilités non plus, donc ça risque de poser un problème. Par contre, à l'autre extrême, une équipe qui est soudée, qui se connaît, qui est ensemble depuis un moment, quand les projets sont nombreux ou urgents ou qu'il y a vraiment beaucoup de travail, qu'il y ait des personnes, comme le disait Jean-François, qui sont en capacité d'avancer, de prendre une posture d'indépendance à condition de mettre en place un moment et un moyen de concertation, mais c'est parfait. Comme ça permet enfin de réaliser des projets qui n'auraient pas pu l'être autrement. Donc, il n'y a rien d'idéal, il y a simplement une lucidité par rapport au moment, par rapport au contexte et bien sûr, à la base de tout, se connaître soi-même. Quelle est ma tendance? Est-ce que mon ego me pousse à faire ça ou est-ce que j'ai la sagesse de le faire au bon moment et de détecter quand est-ce que je dois le faire? Et seulement si
je suis indépendant, alors je peux aller vers ce que nous appelons, nous, l'interdépendance. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans des collectifs et qui disent « moi, je suis interdépendant ». Et en fait, on voit beaucoup de comportements dépendants. La différence, c'est quoi? C'est oui, je sais faire confiance, mais je me repose tellement sur le collectif. Enfin, je viens me nourrir dans le collectif, je viens prendre dans le collectif l'énergie dont j'ai besoin, mais je ne donne pas au collectif, à sa vision et à son ambition, mon énergie pour accomplir, parce que je n'ai pas l'indépendance suffisante. Et on le voit hein, dans certains collectifs auxquels j'ai appartenu, ou auxquels j'appartiens encore, il y a des gens qui attendent. On a dit ce qu'on allait faire, il y a des rôles qui sont distribués, et il y a des personnes qui attendent encore. Ben moi, je ne peux pas le faire tout seul, j'ai besoin qu'on soit 2, j'ai besoin qu'on soit 3, j'ai besoin qu'on soit 4 pour pouvoir le faire. Eh bien, ça, c'est plus un signe de dépendance qu'un signe d'autonomie et d'interdépendance. Moi, l'interdépendance, elle est vraiment associée à est-ce que la vision que le groupe a amplifie ma propre vision de ce que je veux accomplir? Parce que sinon, pourquoi le faire en collectif? On peut le faire tout seul. Lorsque l'interdépendance est atteinte, d'accord, le 1 plus 1 nourrisse le 3, comme le dit Jean-François, et il y a aussi le 3 retombe au niveau de chaque 1. Et là, c'est clairement le moment où on est en capacité d'intégrer sa propre part d'ombre. Vous savez, ces côtés de soi qu'on n'aime pas trop voir, ces côtés qu'on a tendance à rejeter, ces côtés qui, pour autant, nous apportent des ressources, ont une intention positive pour nous. Mais être en capacité de les accueillir, de les intégrer et de les transcender, ça nécessite aussi la capacité à réguler tout ça au cœur de l'équipe. À un moment donné, si l'émergence, ce qui émerge de l'ensemble semble vraiment plus grand, on n'a même plus le sentiment de renoncer à quoi que ce soit, si ça nous convient mieux. Le risque là, c'est effectivement, vous savez, dans des collectifs, il y a quand même régulièrement comme des sous-groupes qui se créent. Et à un moment donné, il y ait de telles résonances entre certains sous-groupes qu'il y ait comme du clanisme. Alors que quand on voit ces murmurations au niveau des oiseaux, ok, parfois il y a des sous-groupes qui se créent, mais le tout se recrée aussi. Et c'est comment on met des processus en place pour que les personnes aillent de nouveau les unes vers les autres et envie de le faire. Et conscience qu'au-delà d'un tempérament ou d'un profil de personnalité qui peut-être semble difficile, elles s'enrichissent les uns les autres. Avec bienveillance, ça nécessite beaucoup de force aussi et peut-être d'honnêteté intellectuelle et émotionnelle, dirais-je. S'il y a alignement, s'il y a cette force et ce courage, s'il y a cette honnêteté, c'est fluide. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile. Et pourtant, c'est magnifique. Et ces 4 compétences sont plus ou moins développées chez chacun d'entre nous. Et pour nous, ce sont des conditions de réussite d'un collectif. Oui. Et le profil Me2We, c'est offrir à nos clients la possibilité de s'auto-évaluer grâce aux tests en ligne et d'avoir un rapport qui leur permet de situer leur capacité à la dépendance, leur capacité à la contre-dépendance, à l'indépendance et à l'interdépendance, à la fois individuellement et en équipe. Voilà. De cette façon, ils vont pouvoir cibler leurs axes de progrès ainsi que les axes forts qu'ils ont déjà. Ce qui donne, chacun aura des pistes de travail individuelles et vous avez aussi donc de fait une tendance de l'équipe, donc ses forces quelque part, et ses axes d'amélioration à un niveau collectif. Le dispositif Me2We, c'est offrir à vos clients le test. Et ce qu'on vient de mettre en place avec Elisabeth, c'est d'offrir un séminaire de débriefing du test et de mise en, d'expérience somatique, corporelle, à proposer à vos clients pour qu'ils vivent chacune des dimensions et que le vécu, l'expérience de ces dimensions permettent de créer des discussions
courageuse et enrichie grâce à l'expérience. C'est-à-dire que quand on parle de dépendance, on leur fait vivre des expériences en lien avec la confiance qui vont mener à des discussions sur la notion de confiance dans leur équipe. Ces expériences sont très simples et ludiques, hein. Certains d'entre vous étaient au congrès de l'intelligence collective en avril à Lyon. C'est simple, il y a de l'émulation, pardon, il y a beaucoup de joie. La prise de conscience somatique, elle est quasi instantanée et avec beaucoup de plaisir et de joie. Ce ne sont pas des choses dangereuses ou compliquées, ou au contraire, c'est ce qui nous tient à cœur avec Jean-François. Ces approches qui mettent en évidence que par le corps, on peut avoir un accès direct et facile et ludique à une prise de conscience clé. Et comment dire, c'est comme si dans un premier temps, ça a déconnecté le cognitif, donc on a un accès facile, direct, et ensuite les personnes dans cet état de joie et de réception sont capables beaucoup plus facilement d'échanger et d'accepter des axes d'amélioration, etc., etc. D'accepter aussi leurs points forts, hein, parce que ça va dans un sens, mais dans l'autre aussi, parce que parfois elles n'ont pas nécessairement conscience de leurs ressources, de leurs points forts au sein des équipes. Donc, d'un côté, on permet à nos clients d'avoir leur propre profil. Ensuite, on leur permet collectivement d'échanger autour de ces dimensions pour créer leur collectif, où on en est dans la confiance, où on en est dans la capacité à poser des limites, à poser des frontières, à accueillir les limites, à accueillir les frontières des uns des autres, où on en est dans prendre notre responsabilité, où on en est dans notre capacité à travailler collectivement. Ça, c'est le séminaire que vous pouvez leur offrir avec Me2We. Le troisième pilier, c'est que vous pouvez ensuite les accompagner par un coaching à partir de leur profil individuel pour les aider à faire progresser les dimensions qui sont les plus fragiles et à renforcer les dimensions qui sont les plus fortes chez chacun. Peut-être un petit temps de questions-réponses. Voilà. Pardon. Oui. Non, je t'en prie. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, soit par rapport à ce qu'on vient de partager, soit parce que vous avez déjà testé le profil Me2We? Voilà. Ou des retours, hein, ça nous intéresse. Oui, Mathias. Oui, bonjour. En fait, je n'ai pas une question, c'est qu'en temps, la connexion m'a causé un problème et puis je me suis déconnecté, me reconnecté, donc j'ai sûrement sauté un passage. Je vois très, très, très important le contenu de ce webinaire, surtout moi dans ma vie professionnelle et mon avenir proche. Donc, j'ai noté minutieusement les points, la dépendance, l'interdépendance et l'indépendance. Voilà, j'ai noté l'indépendance, l'interdépendance et bon, ce sont les deux points que j'ai plus suivis, quoi. Les autres, là, j'ai sauté. La connexion me dérangeait un peu, quoi. Alors, la bonne nouvelle, Mathias, c'est qu'on enregistre et que ce sera diffusé sur la chaîne YouTube. Sur une chaîne YouTube, on vous enverra le lien. Ah oui, ça marche. À la fin, c'est ce que je voulais demander. Je voulais demander, est-ce qu'après, je peux avoir quand même une possibilité de vous dialyser ou bien d'obtenir le contenu de la formation? Donc, alors, ma question n'a plus sa raison d'être. Merci beaucoup. On peut continuer. Avec plaisir. Merci, Mathias. Alors, donc du coup, si vous n'avez pas de questions à cet instant, vous pourrez toujours venir vers nous. Hein, certains l'ont déjà fait. Juste vous dire effectivement que les 6 et 7 novembre à Paris, nous donnons le séminaire Me2We. Voilà, donc si vous voulez des renseignements ou si vous voulez aller plus loin avec la dimension somatique et pour avoir un séminaire clé en main aussi par rapport à vos clients, donc ce sera tout à fait possible et réalisable à ce moment-là. Voilà. Elisabeth et moi restons à votre disposition. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre présence.
Je crois que Cédric a une question ou c'était pour dire au revoir? Oh, c'était juste pour dire au revoir. Je vous ai entendu, hein, donc je vous ai suivi. Oui. Et puis, donc ça rejoint de toute façon l'information. Entendu. L'information voilà, qu'on a suivie ensemble, donc c'est formidable. Là, ça m'a remis un petit peu d'équerre. Moi, j'avais juste une petite question par rapport au cycle de l'autonomie hein, qui est déjà présenté par Vincent Lénart. Et puis, c'est, je crois, une psychologue analyste transactionnelle qui s'appelle Simard ou autre comme ça. Qui a lancé ça, mais pas sous forme de compétences, mais sous forme de phase en direction de l'autonomie des personnes. Je crois qu'à la base, c'était pour des femmes battues ou quelque chose comme ça, justement, ces histoires de dépendance, contre-dépendance, etc. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous êtes reposé ou justement ça a alimenté cette réflexion-là? Alors en fait, c'est intéressant parce qu'on est arrivé au modèle de Seymour. En fait, on cherchait à formuler ce qu'on voulait, ce qu'on avait identifié comme facteur de réussite. Et en fait, on a découvert que Lénart et Seymour avaient créé un modèle qui était, lui, cyclique, oui, associé à l'individu et appliqué au champ de l'individu, mais pas appliqué au champ du collectif. Oui. Et on a trouvé qu'effectivement, ces indicateurs de confiance, assertivité, capacité à être responsable et capacité à travailler en collectif correspondaient à leur modèle. On s'est dit, on va se reconstruire effectivement le modèle multi. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il n'existait aucun questionnaire pour évaluer ces 4 dimensions-là. Donc, nous, notre apport, et tu as raison de le dire, c'est que voilà, c'est notre expérience qui rejoint celle de Seymour et Lénart. Nous, notre apport, c'est de créer un questionnaire qui permet d'évaluer chacune de ces dimensions quand ça marche. Tu l'as vu dimanche, quand ça marche, et de pouvoir justement offrir ce miroir. D'accord. Et il y a d'autres modèles sous-jacents issus du cursus que tu as suivi avec les niveaux logiques, tout à fait, la spirale collaborative, etc. Ouais, formidable. Merci. Bravo pour vos travaux. Merci, à faire avancer ensemble et avoir vos retours, hein, c'est important. Et voilà. Comme dit souvent Robert Dills, nous reposons sur les épaules des géants. Géants. Et ça, We stand on the shoulders of giants. Et donc oui, c'est juste la prolongation c'est une convergence et une prolongation. Et encore une fois, ce qui est magnifique dans tous ces modèles, c'est qu'on n'a rien inventé, mais qu'on observe ce qui marche chez certaines personnes, chez certaines équipes, et qu'est-ce qui se passe là. Et à partir de là, la modélisation, ça donne des choses magnifiques, quoi. Déjà, de le conscientiser, c'est vraiment énorme, de se positionner par rapport à ces phases. Et enfin, voilà. Le conscientiser et le vivre somatiquement, c'est parce qu'encore une fois, on peut comprendre les concepts à peu près, mais vivre l'expérience. Moi, quand j'ai vécu ma première expérience de la dépendance, ça a été ce moment où je me suis reposé sur quelqu'un, mais ça a été un moment où j'ai ressenti ce que c'est de vraiment, parce que à ce moment-là, je me suis vraiment reposé sur quelqu'un. Et c'était pas juste une expérience avec ma tête, mais avec vraiment tout mon corps. Et j'ai senti vraiment la joie et le soulagement de vraiment pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, parce que j'ai tellement la tendance à m'appuyer sur moi que ça a été une vraie renaissance à qu'est-ce que c'est que s'appuyer. Et le fait de le vivre somatiquement plutôt que de le comprendre intellectuellement, ça permet vraiment de ressentir. Vous avez des gens, quand vous leur faites faire l'exercice, ils vont faire un exercice de s'appuyer sur quelqu'un d'autre comme ça. Et oui, je m'appuie sur toi. Donc, il y a l'autre qui met ses mains là, et en fait, il dit oui, je m'appuie sur l'autre. Et alors qu'il se tient tout seul. Non, s'appuyer sur quelqu'un, c'est vraiment être dans la capacité à se laisser porter, quoi. Hein? Et c'est vraiment une expérience. Et quand vous vous dites, bien sûr, je te fais confiance, et que je m'appuie encore sur moi, non, je ne suis pas encore dans cette confiance. Je suis encore dans une forme de méfiance. Hein? Donc, c'est à la fois ce test qui permet de mesurer et en même temps, c'est l'expérience qui permet de changer.
de changer peut-être, ouais. Dans le meilleur des cas. En joie. Franchement, voilà, il y a beaucoup de joie, d'émulation, c'est beaucoup d'énergie. C'est touchant à chaque fois. Moi, ça me touche à chaque fois. Voilà. Bon, nous sommes donc à votre disposition si vous le souhaitez. Peut-être un petit mot dans le chat. Avec quoi repartez-vous? Un mot. Qu'est-ce qui vient à travers vous? Moi, c'est toujours pareil. Hein. Ah. Génial. Merci beaucoup. Nous allons vous envoyer la vidéo. Oui. Et au plaisir de vous retrouver dans un autre contexte. Avec joie.